Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Ma mort est-elle possible? Pouvons-nous entendre cette question? M'est-il permis de parler de ma mort? Du jour au lendemain avec Jacques Derrida qui publie Aporie chez Galilée. Deux livres Jacques Derrida chez Galilée depuis le début de l'année. Un troisième est annoncé apparaître. On pourra penser que ça fait beaucoup de livres, d'autant plus que l'an dernier, vous étiez venu ici parler de deux autres livres. En fait, quand on examine ces livres d'un peu plus près, on se rend compte qu'il s'agit le plus souvent d'interventions, de conférences, de participation à des colloques que vous rassemblez ensuite dans un livre. Donc des textes qui forment une liasse destinée à devenir livre. Et ça me pose à moi une question qui est celle de l'écriture. Vieille question, vous me direz, puisque l'écriture, c'est un thème que vous avez abordé dès vos tout premiers livres, à la fin des années 60, notamment dans les deux livres sur Husserl, sans parler de ce qui allait suivre, comme Glas ou la carte postale, ou de la grammatologie, ou l'écriture et la différence. Il y a donc aujourd'hui une parole qui est recueillie et qui devient un livre. Mais bon, cette parole, évidemment, j'imagine que dans ces colloques ou les conférences que vous donnez, vous ne l'improvisez pas. Elle repose sur un travail d'écriture. Et cette question de l'écriture par rapport au livre, comment vous la posez aujourd'hui? Oui, c'était une des différences entre la parole recueillie dans ces livres et celle-ci. C'est que celle-ci est totalement improvisée et totalement exposée, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour celle qui revient à des livres. Écoutez votre première question, je me sens embarrassé par la liasse dont vous parlez, qui d'un côté ressemble à, dans ce que vous dites, à un soupir devant trop de livres, et puis ensuite une admiration, des livres, trop de livres qui ne sont pas des livres finalement. Et vous avez raison, ce ne sont pas des livres, ce sont des paroles dites dans certains espaces, à un certain moment, dans des contextes dont je parle d'ailleurs chaque fois. Vous savez, la question de l'écriture qui me poursuit depuis longtemps n'a jamais été la question d'une écriture opposable à la parole, hein, mais celle d'une parole qui est déjà une écriture. Et c'est cette question du déjà de l'écriture dans la parole qui me poursuit en effet. Dans le cas de cette liasse-là, il s'agit de discours non improvisés, mais qui furent écrits pour être dits. Et en effet, la plupart des textes que je publie, comme j'ai plutôt le goût de la parole, enfin d'une certaine parole, non pas celle de l'improvisation qui m'embarrasse maintenant, mais d'une certaine parole, quand j'écris ou quand j'aime jusqu'à un certain point écrire, c'est pour écrire, pour préparer en quelque sorte une parole vive adressée à certains dans un espace où je peux jusqu'à un certain point déterminer les destinataires de cette parole. Ça n'est jamais possible, bien sûr.
c'est un autre problème. Ce n'est jamais possible de déterminer, de saturer l'espace de cette détermination. Néanmoins, qu'il s'agit d'enseignement, qu'il s'agit des colloques, puisque ces textes sont issus en effet de colloques, on essaie d'ajuster une parole, non seulement à des destinataires, on va sans doute en parler, mais aussi à un thème proposé ou imposé ou accepté. Et dans le cas d'Apori, il s'agissait en effet d'un discours prononcé à Cerisy au cours d'une décade, dont le thème était le passage des frontières. J'ai donc privilégié la figure du passage, la figure ou du non-passage. L'Aporie, c'est un passage interdit ou un passage impossible, ou un espace dans lequel il n'est même pas question de passer. Et j'ai essayé de remarquer, comme je tente de le faire toujours, de remarquer dans ce discours prononcé un jour à une date précise, le texte est daté, de mon anniversaire d'ailleurs, de remarquer la circonstance. L'Aporie est un passage, mais ce n'est pas un chemin qui ne mène nulle part, pour citer un philosophe qui vous est cher. Oui. Donc Aporie désigne le non-passage, l'impossibilité de passer, enfin de traverser. J'ai voulu reprendre l'antique problème de la mort, du discours sur la mort, et examiner la question ce qu'on peut appeler le décès, ou ce qui dans la mort a souvent été représenté comme un passage vers au-delà, que veut dire passer, ou trépas, s'agissant de la mort. Mais comme j'ai voulu amorcer aussi un discours sur l'autobiographie dans ce moment, j'ai cru nécessaire à cette date de faire un retour sur ce qui, depuis très longtemps et de façon de plus en plus marquée, avait privilégié dans mon travail la figure, la logique, la nécessité de l'Aporie. Pourquoi régulièrement suis-je revenu vers l'Aporie, non pas comme une paralysie négative, mais comme l'endurance nécessaire à la décision, à la responsabilité. Et j'ai donc fait une sorte de relevé, c'est la première partie du texte de cette conférence, un relevé de nombre de contextes théoriques, problématiques, dans lesquels la figure et le mot d'Aporie s'étaient imposés à moi. Donc c'est le moment d'une sorte d'anamnèse, de réflexion sur les raisons pour lesquelles cette figure de l'Aporie s'était imposée à moi. Du point de vue politique, du point de vue philosophique, du point de vue éthique et juridique. Il y a donc une part de ce discours qui consiste en ce retour, si on peut dire, sur l'Aporie. La question du pas, le livre s'ouvre sur si on peut dire une scène du pas, quelqu'un qui va d'un certain pas. Et il s'agit de jouer sur une certaine phrase que je ne peux pas reconstituer. Là, voilà, ce que je ne peux pas faire ici maintenant, c'est en improvisant, de reconstituer ce qui, justement, dans ce texte oral, est assez écrit et joue sur la langue et un certain nombre d'énoncés, ou le déplacement de certains énoncés, où le mot « pas », de façon assez intraduisible, s'impose à moi. Donc, après avoir évoqué le problème sans âge de ma mort, de la brièveté de la vie, il y a une sorte
leitmotiv, pourrait-on dire, qui revient régulièrement dans le sillage de la brièveté de la vie de Sénèque, c'est la vie aura été trop courte. La vie aura été courte, comme la vie aura été courte. Cette plainte revient régulièrement. Donc, dans le sillage de cette plainte, après avoir rappelé les figures de l'aporie qui se sont imposées à moi, j'aborde donc le problème de la mort, de ma mort. Comment un discours sur ma mort est-il possible ? Mais comment vous expliquez ce souci autobiographique dont vous parliez il y a un instant et qu'on trouve dans vos livres, au moins depuis Circonfession ? Oserais-je dire qu'il est plus ancien que ça, parce que au fond, presque tous les textes que j'ai publiés sont autobiographiques, à supposer que ce sens soit assez clair pour qu'on puisse en parler si légèrement. Mais aussi loin qu'on remonte, il y a de l'autobiographie, mais vous avez raison, la chose s'est sans doute aggravée, si on peut dire. Non pas depuis Circonfession, mais peut-être depuis Glas, ça fait déjà 20 ans, ou la carte postale. Évidemment, il ne s'agit pas simplement de confidences autobiographiques, d'exposition de la vie privée. Chaque fois, il s'agit d'autobiographie, disons, philosophique ou théorique. Le geste autobiographique qui est là, en effet, est traversé par la question qu'est-ce qu'une autobiographie, mais aussi comment distinguer entre le public et le privé. La carte postale est aussi le retentissement de cette question. Dans quelle situation est-il impossible de distinguer entre le public et le secret ? Et comment une autobiographie peut-elle être en même temps une philosophique, peut-elle être en même temps la loi ou l'obéissance à la loi de questions philosophiques, ou de questions sur la question philosophique. Je voudrais penser que ces textes d'allure autobiographique sont en même temps des textes théoriques ou philosophiques, et non seulement sur l'autobiographie. Mais s'agissant de aporie et de ce retour sur la loi qui régulièrement m'a imposé l'aporie, j'ai voulu marquer que ce geste signé était en même temps une sorte de nécessité qui n'était pas seulement privée ou propre à moi, si on peut dire. Oui, l'autobiographie telle que vous l'entendez n'est peut-être pas si éloignée que ça de la biographie telle que l'entend Roger Laporte. C'est ça, c'est une écriture de la vie qui ne se contente pas de raconter, selon des modes divers de la narration, une vie qui d'autre part a lieu ou a eu lieu, mais d'écrire la vie, de faire que la forme et la structure des énoncés, des phrases, des choses écrites, des graphèmes, si vous voulez, soient telles que elles constituent des expériences, justement des pas, des traversées. Donc, de la vie s'écrivant, et non pas simplement d'une vie qui, ayant lieu ailleurs et d'autre part, en viendrait à être représentée ou réécrite. C'est pourquoi la dimension, si on peut dire, performative des énoncés est privilégiée ici, où chaque geste autobiographique est en même temps une signature intraduisible, intelligible et pourtant liée à la langue et à telle forme rhétorique, de telle sorte qu'elle ne puisse pas laisser traduire son contenu ou son sens dans une autre forme. Et c'est pourquoi il m'est difficile d'en parler, parce que les énoncés de aporie, et notamment ceux qui ouvrent le texte,
sont écrits de telle sorte que, au fond, si je voulais les transposer dans d'autres phrases ou dans une autre langue, l'essentiel de ce que je voulais faire ici serait perdu. L'autobiographie, donc, pas grand-chose à voir avec ces quelques photos qu'on a pu voir dans un numéro spécial du magazine littéraire qui vous était consacré, Jacques Derrida, où on voyait votre collection de pipes, votre voiture sur le parking de la gare, et où on vous voyait vous-même assis à votre table de travail devant votre bibliothèque. Oui, ça c'est l'autobiographie du photographe. Ou en tout cas, puisque cela ne s'est pas fait évidemment sans mon accord, bien que je n'ai pas calculé grand-chose de ces photographies, l'autobiographie croisée d'un grand nombre de personnes, comme c'est toujours le cas. On signe sans jamais signer tout seul une autobiographie. Souvent, Jacques Derrida, il y a comme ça un mot qui vous hante et qui va devenir un livre. Ici, le mot aporie. Dans un autre livre dont nous parlerons demain soir, c'est le mot résistance. Il y a des mots comme ça que vous aimez. Oui, tout ça sont tous ces textes sont aussi, on peut le lire ainsi, des déclarations d'amour à tel ou tel mot. Je dis pourquoi, au moins à partir de tel moment, je peux en venir à aimer un mot, à me mettre sous sa loi, à le laisser faire, avec ma complicité, mais à le laisser faire. Là. Et en effet, le mot pas, auquel j'avais consacré un texte sur Blanchot il y a très longtemps, revient d'une autre manière dans Aporie, dans certaines phrases qui ouvrent Aporie. Mais bien sûr, il s'agit d'une certaine aventure avec les mots, non pas pour en jouer ou pour les faire servir, hein, mais d'une certaine manière pour se mettre à leur service et essayer de leur rendre un service singulier. Et c'est pourquoi la référence à l'autobiographie est nécessaire et pourtant me gêne un peu, parce que c'est aussi l'autobiographie de quelqu'un qui ne veut pas oublier qu'il est libre sous la loi de la langue, de l'écriture dans une langue. Et ça fait partie, alors à quelles conditions l'expérience de la langue peut-elle faire partie de l'autobiographie? L'expérience poétique de la langue, puisqu'il s'agit, grâce à elle, ou tout en lui rendant grâce, de lui faire faire des choses, ou d'essayer de lui faire faire des choses, comme on le fait avec qui on aime, de lui faire faire des choses qui la surprennent. Alors ça fait partie de la signature autobiographique. Mais naturellement, on ne peut pas aimer les mots comme simplement des choses verbales, comme des termes ou des vocables. On aime les mots en tant qu'ils sont traversés par une destination, même si cette destination reste au bout du compte indéterminée, la destination compte, et c'est la traversée du mot. On revient de nouveau à cette interminable, inépuisable question de la route, du passage, de la traversée, de la frontière. Aporie est un texte sur les frontières, toutes sortes de frontières politiques, nationales, frontières entre la vie et la mort, frontières entre des concepts, entre des mots, entre des champs.
Donc c'est toujours la question de la frontière dans la langue. Et la langue, alors la question de la langue nationale, évidemment, est inséparable d'une grave question, de frontières politiques. Et vous parliez de soumission à la loi des mots, et la loi est plutôt du côté du père, alors que la langue est maternelle. C'est ce qu'on dit, oui. Là, il faudrait évidemment engager un long discours sur cette vieille expression de langue maternelle. Je ne crois pas qu'on puisse dire simplement que même la langue maternelle soit étrangère à la loi du père. Enfin, c'est de ça qu'il est question. Je ne saurais pas, disons, débrouiller cette question là devant un micro, mais en effet, c'est cette question du nom et de la loi qui est engagée ici. On peut marquer un blanc. Hein. Marquons un blanc, oui. Et là, vous vouliez dire autre chose, non? Non, c'est cette immense question de la loi du père et de la langue maternelle s'ouvre comme un abîme devant moi. D'une certaine manière, nous en parlons tout le temps. Mais quand on se trouve... C'est la situation, voilà, remarquons la situation où nous sommes maintenant. C'est que devant une question que, d'autre part, dans des textes, des enseignements, depuis des décennies, on traite de toutes les manières, il s'agit de faire une phrase avec la question de la langue maternelle, la loi du père, on se trouve justement blanc. Moi, je n'ai jamais cru que ce qu'on appelle par commodité langue maternelle fut simplement donné par la mère. Hein. Si, d'abord, il y a aussi la loi, peut-être la loi de la mère, il y aurait là beaucoup à dire, et d'autre part, à supposer que la loi soit la loi du père, il est sûr qu'à partir du moment où une langue s'impose, même si elle est, on peut le supposer, sucée avec le lait de la mère, elle ne devient loi, et une loi si impérative que même les transgressions, les transformations, les excès, les subversions continuent d'obéir au père. Hein. À ce moment-là, une langue, c'est aussi une loi du père, de certaine manière. Hein. Donc je ne souscrirai pas sans un grand nombre de précautions à l'expression langue maternelle. Revenons à nos apories, Jacques Derrida, puisque c'est le titre du livre que vous publiez chez Galilée, un livre qui porte également un sous-titre que nous n'avons pas encore évoqué, Mourir, s'attendre aux limites de la vérité. Un sous-titre que vous-même, vous jugez inquiétant. Oui. Alors vous voyez, ce sous-titre, le titre, comme très souvent dans mes livres, est bref comme un point. Et comme un glas. Oui, par exemple, et le sous-titre, au contraire, s'agite dans une instabilité interminable. Hein. Alors, s'attendre aux limites de la vérité, on peut le lire ainsi, s'attendre à ce que la vérité ait des limites, il faut s'y attendre. Hein. Et la question de la vérité est posée dès le début du livre. Que peut vouloir dire que la vérité est chose limitée. Et j'examine cette question confinée dans les frontières. C'est ça, en citant Diderot, Sénèque, Cicéron, etc. Donc il faut s'attendre à ce que la vérité ait des limites
Et prendre acte de ces limites ne veut pas dire, naturellement, donner congé à la vérité, ni conclure il n'y a plus de vérité. Mais essayer de penser ce que peuvent être des limites de la vérité. Et c'est une question qui traverse tout l'essai. Maintenant, s'attendre aux limites de la vérité peut laisser porter l'insistance sur le s'attendre. C'est une expression merveilleuse, s'attendre. Hein. Elle est intraduisible, hein, avec cette sorte de double jeu du S apostrophe. En français, on s'attend à, et ça, à mon avis, dans aucune autre langue, on ne trouve ce S apostrophe qui n'est pas simplement réfléchi. Et puis, on peut s'attendre soi-même. Alors, peut-être que dans l'expérience de la mort, de l'attente, de l'anticipation de la mort, on s'attend soi-même, c'est soi-même qu'on attend au moment de la mort, rendez-vous avec soi-même, hypothèse, et puis s'attendre les uns les autres. À ce moment-là, le S n'est plus simplement réfléchi, et on s'attend les uns les autres, ou l'un l'autre, ou l'une l'autre, ou aux limites de la vérité. Que veut dire donc s'attendre? Vous voyez que depuis tout à l'heure je dis ce livre c'est ceci, c'est ceci. Je dirais, je tenterai une autre définition en disant que c'est un livre sur ce que veut dire s'attendre. Aux trois sens que je viens de dire, s'attendre à quelque chose, et s'attendre à la mort, ça n'est pas s'attendre à quelque chose parmi d'autres. C'est pas rien. C'est pas rien, ou c'est rien, mais ça n'est pas n'importe quel s'attendre à. S'attendre soi-même, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, s'attendre soi-même si le S est réfléchi, c'est comme disait l'autre qu'on s'est déjà trouvé avant de s'attendre. Que peut vouloir dire s'attendre soi-même dans l'horizon de la mort, et puis s'attendre les uns les autres. Et ces trois modalités du s'attendre sont, comme vous l'avez vu, explicitement explorées à la fin de cette lecture de Heidegger, de Thomas, de Ariès, etc. C'est donc un livre sur, non pas sur l'attente, mais sur le s'attendre. S'attendre à. Alors, s'attendre aux limites, donc s'attendre à ce qu'il y ait des limites, mais s'attendre en ce point, en ce lieu de rendez-vous, que sont les limites de la vérité. Et la mort comme ce lieu des limites de la vérité. Vous citiez Thomas, Ariès, vous avez été amené évidemment à explorer les relations de la mort et de la culture, tout en remarquant qu'il s'agissait peut-être d'une tautologie. Oui, on s'est beaucoup intéressé, et plus que jamais ces dernières décennies, en tout cas en France, à l'histoire et à la culture de la mort. Il est intéressant, un peu surprenant, point trop surprenant, de voir que la mort, qui est cette chose si universelle, inévitable, donnée en partage à tous les humains, à tous les mortels, comme on dit, que la mort put avoir une histoire et une culture. C'est-à-dire que la mort soit différente non seulement d'un individu à l'autre, mais d'une culture à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un territoire anthropologique à l'autre. Donc je me suis intéressé, en effet, à ces anthropologies de la mort, de la culture de la mort. Comment on ne meurt pas de la même façon dans un pays et dans un autre, à une époque ou à une autre. Et ces différences culturelles ne sont pas, comment dire, survenue à une mort qui est ce qu'elle est, ou qui serait ce qu'elle est avant la culture. La mort est toujours, d'une certaine manière, culturelle. L'approche de la mort se fait toujours à travers l'expérience du langage, de la sépulture, des rites mortuaires, de la toilette des morts. Et donc, toute culture se définit d'abord par son rapport à la mort. Il n'existe pas de culture, pour se fier au sens courant de ce mot, il n'existe pas de culture qui ne comporte
un ensemble de rites, de prescriptions, d'usages, de coutumes qui ont rapport à la mort. Qu'il s'agisse, encore une fois, de la médecine, qui change d'une culture à l'autre, qu'il s'agisse, et l'horizon de la médecine, c'est quand même la mort, qu'il s'agisse de la sépulture, qui joue un rôle naturellement essentiel dans tout rapport à soi de la culture. La culture, c'est aussi la sépulture, c'est l'art. Il n'y a pas de culture sans sépulture. C'est la toilette des morts, c'est la mémoire, c'est le travail du deuil. Le travail du deuil est, pour se servir de cette expression d'origine psychanalytique, le travail du deuil est différent d'une culture à l'autre. Donc j'étais amené à m'intéresser à quelques exemples au moins de ces travaux d'anthropologie culturelle sur la mort en Occident, sur la mort dans le monde. Et qui tous supposent connu ce qu'est la mort. Et souvent, vous le remarquez, les historiens et les anthropologues les plus sérieux se prennent les pieds dans les frontières, faute de pouvoir délimiter leur champ. C'est cela. Ça, c'est une des difficultés que j'ai tenté d'approcher dans ce livre. C'est que si riche et nécessaire que soient ces anthropologies de la mort, ces anthropologies culturelles de la mort, ces histoires de la mort. Et je me suis intéressé aux travaux de Ariès, aux travaux de Vincent Thomas. Elles doivent s'installer dans une sorte de précompréhension de leur thème. Ces historiens, ces anthropologues croient savoir ce qu'ils disent quand ils disent mort. Ils supposent que tout le monde s'entend sur ce mot, et une fois que cet accord est supposé, commence le travail de repérage. Par exemple, Ariès fait une histoire de la mort en Occident chrétien de tel siècle à tel siècle, etc. etc. Vincent Thomas a un champ anthropologique plus vaste. Mais ce qui n'apparaît jamais dans ces travaux, c'est la question de ce qu'est la mort. Et c'est finalement la critique typique qu'adresse Heidegger à des anthropologies culturelles de la mort ou à des discours sur la mort qui ne se demandent pas d'abord, ou qui tiennent pour, ou qui présupposent d'abord une détermination du sens de ce que mort veut dire, de ce que ma mort veut dire, par exemple. Thomas cite Heidegger, mais vous le remarquez, c'est pour faire un contresens et une contre-vérité. Oui, ça c'est un exemple des graves malentendus qui peuvent être entretenus entre des historiens, des anthropologues d'un côté, et puis des philosophes ou des penseurs qui, comme Heidegger, vont même au-delà ne sont pas seulement des philosophes, relèvent des présupposés même à l'intérieur du discours philosophique. Les malentendus, c'est que, par exemple, ça ne serait qu'un exemple, quelqu'un comme Thomas croit qu'il suffit de citer Heidegger pour classer la chose. Or, visuellement, il fait en effet un contresens massif sur Heidegger. Il parle d'une métaphysique de la mort chez Heidegger, alors que c'est un geste tout autre que fait Heidegger. Donc, j'essaie d'entreprendre à nouveau frais une lecture de Heidegger, là où je crois que les historiens n'en parlent pas, ou là où ils devraient quand même s'y intéresser, c'est le cas de Ariès, ou bien en parlent un peu vite, comme c'est le cas de Thomas. Oui. Pour Heidegger, selon vous, le meilleur point de départ, c'est le point d'où nous pouvons partir, et c'est toujours ici. Oui, Heidegger pose des questions de méthode quant à ce qu'il appelle l'analytique existentielle de la mort, et il pose de façon, à mon avis, un peu décisoire, peut-être un peu trop vite arrêté, que le point de départ de cette analytique existentielle doit être ici, non pas là-bas, mais ici, dans l'en-deçà. Et c'est à partir de ici, non pas d'un lieu transcendant,
que nous devons procéder. Et là, encore une fois, il s'agit de méthodes. D'ailleurs, ce sont des textes parmi les textes les plus méthodologiques de Heidegger, où il pose des questions de méthode. D'où faut-il partir pour aller où, et quelle est la méthode la plus sûre, la plus assurée. Et c'est une méthode qui consiste à partir d'ici, pour poser en particulier la question de la mort. Et alors ensuite, naturellement, là j'aurais du mal à le reconstituer, j'essaie de suivre Heidegger dans la nécessité de sa démarche et de ses décisions méthodologiques, mais pour marquer aussi où lui-même peut-être présuppose ce qu'il dit ne pas présupposer. Pour terminer cette émission, Jacques Derrida, je voudrais qu'on revienne à la question que vous posez dans votre livre, que je citais dans le générique de l'émission. Ma mort est-elle possible ? Est-ce qu'on peut entendre une telle question ? Et est-ce qu'on peut chacun la poser ? Oui, comme vous l'avez vu, le motif du possible joue un très grand rôle dans cette analyse, dans l'analyse de Heidegger d'abord, puisqu'il définit la mort comme la possibilité de l'impossible. Il propose un grand nombre de distinctions qui organisent son analyse. La distinction entre le mourir, le proprement mourir, sterben, qui n'est pas le finir, donc entre mourir et finir, verenden. Les bêtes, par exemple, selon lui, les animaux finissent, mais ne meurent pas. Donc sa question c'est que veut dire proprement mourir, eigentlich, sterben. Donc une distinction entre mourir et finir, et puis entre mourir et décéder, ableben. Alors naturellement, tous les vivants sont finis et donc en finissent. Un des sous-titres de ce livre s'appelle Fini, Finis, où on peut jouer sur le finis comme frontière, finis comme le mot fini comme ordre fini, finissant, etc. Donc tous les vivants finis en finissent, c'est-à-dire crèvent en quelque sorte, pas les bêtes et les hommes. Mais seul le Dasein, l'homme en tant que Dasein, a une mort proprement dite. Et quand je dis ma mort, moi en tant que Dasein humain, je dois essayer de penser ce qu'est cette mort-là, proprement dite. Et puis il y a le décès, ableben, qui lui est culturel, c'est-à-dire que ne peuvent décéder que des mortels capables de mourir et non pas seulement de crever. Et le décès, là encore le pas du passage au-delà, ou du départ, le départ, le décès est un événement, disons, culturel qui suppose le mourir. Alors voilà trois distinctions sans lesquelles toute l'analytique existentielle de Heidegger s'effondrerait d'une certaine manière. Moi je crois que les anthropologues ou les historiens de la mort auraient intérêt à s'expliquer avec ces distinctions, même si au bout du compte, comme j'essaie de le montrer, ces distinctions peuvent devenir problématiques. Alors à partir de là, que peut vouloir dire ma mort ? Qu'est-ce que je dis quand je parle de ma mort ? En principe, je ne peux pas, c'est ça l'impossible, je ne peux pas faire l'expérience de ma mort. Et d'une certaine manière, c'est ce que suggère Heidegger quand il dit la possibilité de l'impossible. Ma mort, c'est ce qui ne peut pas m'arriver, en tout cas, ce qui, quand cela arriverait, ne m'arrivera pas à moi vivant. Ça, c'est une vieille aporie de la philosophie. Même une épreuve comme celle de l'écorché dont parle Bataille. Là, il s'agit de savoir si c'est ma mort ou la mort de l'autre. Une des grandes questions auxquelles on doit consacrer l'épreuve philosophique, c'est de savoir si le sens du mourir, du proprement mourir,
se rapporte en premier lieu à ma propre mort ou à la mort de l'autre. Ou si c'est à partir de la mort de l'autre que j'en viens à approcher ce sens de la mort. Alors là, il y a c'est un grand débat, de grandes oppositions. Pour Lévinas, par exemple, c'est à partir de la mort de l'autre que je fais l'expérience de la mort. Heidegger parle de ma mort. Personne ne peut mourir à ma place. Et j'essaie, là, je ne dirais pas d'arbitrer, mais de frayer un chemin entre ces deux ou trois grandes possibilités que sont celles du ma propre mort, Heidegger, la mort de l'autre, Lévinas, ou Freud encore qui dit que finalement je n'ai jamais rapport que l'inconscient ignore la mort. Alors j'essaie de frayer une voie en parlant de deuil originaire, du rapport à moi-même dans l'expérience d'un deuil, d'une mort de l'autre que je porte en moi et sans laquelle mon rapport à moi-même ne pourrait même pas s'instituer. De telle sorte que là, que ma propre mort suppose le deuil de l'autre mort en moi, avant même toute rencontre de la mort de tel ou tel autre, de telle ou telle mort. Ouais. Alors il faudrait naturellement déplier cette expression, cette expérience du deuil originaire. Ce qui est sûr, en tout cas, puisqu'on a commencé cette émission en parlant des mots, c'est que la mort, ce n'est pas qu'un mot. Ça cache un secret. D'une certaine manière, c'est ce qui laisse sans mots, qui porte au-delà des mots. Mais en même temps, est-ce que il y aurait expérience et culture de la mort sans langage. Alors là, il faut entendre langage. On revient à la question dont nous sommes partis, le rapport entre langage et écriture. Je ne crois pas qu'il y ait de mort ou d'approche de la mort, d'expérience de la mort sans langage, à la condition d'entendre langage en un sens qui inclut les traces, le renvoi à l'autre. Et je me demande si, de ce point de vue, l'animal n'est pas... alors, on ne peut pas parler de l'animal en général, hein, mais si on peut, exclure que les animaux aient un rapport à cette trace sans laquelle il n'y a pas de mort. Hein. Naturellement, un des lieux où je m'inquiète du discours de Heidegger sur la mort, c'est justement ce qu'il dit de l'animal qui ne meurt pas. Dans la mesure où il ne parle pas. Il ne meurt pas dans la mesure où il ne parle pas. Il a ici quelques phrases assez suspendues, suspensives, que j'essaie d'analyser. Est-ce qu'on peut dire que il suffit de parler pour se rapporter à la mort? Parce que, bien sûr, on peut facilement comprendre que le rapport à sa propre mort suppose le langage, au sens large, mais on peut aussi penser que le langage vient suturer ou recouvrir l'expérience vive de la mort, de certaine manière. C'est il ne suffit pas de dire ma mort pour penser ou vivre ou se rapporter à sa mort. Donc là, le critère du pouvoir parler me paraît plus problématique que jamais quand il s'agit de la mort. Le livre dont il était question ce soir s'intitule Aporie. Il est publié chez Galilée. Jacques Derrida a publié en même temps un autre livre dont nous parlerons demain soir, Résistance de la psychanalyse, chez le même éditeur. Du jour au lendemain, Monique Pratt, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.
Du jour au lendemain, Alain Weinstein, bonsoir. Le je constitue la forme même de la résistance. Nous retrouvons ce soir Jacques Derrida, qui, en même temps qu'Apori, dont nous parlions hier, publie Résistance de la psychanalyse chez Galilée. Difficile à dire, Jacques Derrida, ce titre, parce qu'en fait, Résistance est écrit en gros caractères sur la couverture, encore 14 ou 16, je ne sais pas, et de la psychanalyse en tout petit, donc de la psychanalyse doit s'entendre comme un sous-titre. Oui et non. Si je puis enchaîner sur ce que nous disions hier de l'instabilité des titres et des sous-titres, je dirais que le de la psychanalyse signifie d'une part, de façon très conventionnelle et très classique, qu'il va être question de la psychanalyse. C'est un livre sur la résistance ou les résistances au sujet de la psychanalyse. Et ce au sujet de la psychanalyse signifie aussi, deuxième lieu, les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, ou qui sont offertes par la psychanalyse à ce qui lui résiste. Ce sont les résistances de la psychanalyse. Mais de façon un peu moins audible, et que la lecture du livre, je voudrais l'espérer, donnera à entendre, le sous-titre signifie aussi qu'il y a dans la psychanalyse des résistances, que outre les résistances qui sont opposées à la psychanalyse, nous en parlerons je suppose, outre le concept de résistance qui joue un rôle très important dans le discours psychanalytique, il y a aussi une résistance de la psychanalyse, peut-être à elle-même. Je suppose que nous y reviendrons. Donc le titre lui-même joue avec sa syntaxe. Et donc là, une force, un couple de forces, il y a deux accouplements, deux résistances. Et au moins deux, oui. Alors, prenons la plus massive, la plus apparente. Ce livre, à travers trois textes fort différents et qui concernent des corpus différents, dont nous parlerons, qui ont été prononcés aussi en des occasions différentes. Ces trois textes ont pour fil conducteur l'hypothèse suivante, qui ne m'est apparue clairement qu'après coup, si je puis dire, au moment de relier ces livres, ces essais entre eux. L'hypothèse suivante: il y a aujourd'hui, en France, en Europe, et je dirais dans le monde, mais surtout en France et en Europe, où, au fond, la psychanalyse a pu naître et se développer. Enfin, la psychanalyse reste une chose européenne. Non seulement dans ses origines, mais dans son champ de développement, d'application, ça reste largement confiné dans un espace de culture européenne. Et même quand ça se déploie dans les Amériques. Mais dans les Amériques, comme la peste. psychanalyse reste européenne. Les cultures non européennes ignorent à ce jour encore, au fond, largement la psychanalyse. Donc l'hypothèse est la suivante, c'est que après une phase de croissance et même de développement spectaculaire et de grande autorité dans la culture, je pense en particulier à la culture française des années avant et après la guerre, et notamment les années 60,
après cette phase, nous serions entrés dans une phase de retrait ou de réticence ou je dirais même de régression, où se déploie une nouvelle résistance à la psychanalyse. Comme on sait, la psychanalyse a rencontré dès le départ, dans le milieu viennois, début du siècle de ce siècle, fin du siècle dernier, début de ce siècle, a rencontré des résistances dont Freud nous a beaucoup parlé et auxquelles il s'est opposé de mille manières. Et bien, il me semble qu'aujourd'hui, pour des raisons qui restent à analyser, qui sont nombreuses probablement et surdéterminées, s'installe une nouvelle résistance à la psychanalyse. Donc j'ai essayé de mettre l'analyse de ces résistances à l'ordre du jour. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je pense surtout au milieu français ou parisien, pourquoi la psychanalyse n'est-elle plus à la mode, au fond, Moi, en somme, j'ai passé ma jeunesse et mes premières années de travail et de publication dans une époque où la psychanalyse était, comme on dit, à la mode. C'est-à-dire que tout, non seulement dans son propre champ, mais dans les champs des sciences humaines, de la philosophie, le passage par la question psychanalytique était un passage obligé. Eh bien, c'est une vague qui s'est retirée. Et on peut déceler des symptômes de résistance, justement. Des laisses, on pourrait Pardon ? dire. Des laisses, pour utiliser, pour poursuivre cette métaphore de la vague qui s'est retirée. Et Oui. il en reste des traces, qui sont des laisses. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on essaie d'accréditer l'idée que la psychanalyse, ça commence à bien faire. On a fait le tour. On peut classer ça. Naturellement, c'est encore utile. Ça peut rendre des services. On trouve ça un peu partout. Ça a irrigué le discours. Ça a ses institutions. C'est identifiable. Mais le pouvoir révolutionnaire, en quelque sorte, dérangeant de la psychanalyse, on en a fini avec lui. Et je crois qu'il y a là des enjeux idéologiques, politiques, culturels considérables. Et on pourrait suivre dans le discours quotidien, les discours médiatiques, les rhétoriques de toutes sortes, même à l'intérieur de l'université, des champs philosophiques, on pourrait percevoir les signes de cette espèce de désinvestissement, ou quelquefois condescendant à l'égard de la psychanalyse, et ça me paraît inquiétant. C'est un signe qui appartient à une configuration générale, n'est-ce pas ? Il n'est pas isolé. Mais il m'a semblé qu'il fallait le désigner comme tel et essayer de l'analyser. Toute résistance, évidemment, est inventive. Il peut en sortir quelque chose. D'ailleurs, ce mot résistance, oui. Commençons par là, puisqu'on parlait hier de votre amour de certains mots. Le mot résistance est un mot que vous aimez. Oui, c'est un des mots, voilà, hier nous cherchions les mots que j'aime, il y en a beaucoup, vous savez. Mais c'est un mot que j'aime parce que je ne l'entends pas simplement comme la résistance au opiniâtre, comme refus d'entendre ou comme dénégation, mais il y a une belle résistance. Ce que j'aime, c'est un certain pathos de la résistance politique. Par exemple, je dis au début de la conférence qui porte ce titre dans le livre, qu'au fond, je garde une sorte de nostalgie pour une résistance que je n'ai pas connue, parce que je n'étais pas en France et j'étais trop jeune. Mais que le mot de résistance est pour moi un très beau mot quand il est connoté comme résistance politique, résistance à l'autorité dominante, à l'occupation, au discours assuré, à la hiérarchie, etc. Donc il y a une bonne résistance. Même dans les résistances dont parle la psychanalyse, c'est-à-dire les forces qui s'opposent à
à la menace, à la dislocation, à voir la question, il y a quelque chose de positif. Rien ne s'édifie sans résistance. La résistance est ce qui aussi permet une certaine stance. Alors là, justement, là, c'est le tour sur soi de ce mot et de ce concept qui m'ont intéressé tout au long de ce livre. On peut dire, Jacques Derrida, d'une certaine façon, que votre présence ce soir dans cette émission est aussi une forme de résistance. À quoi ? À votre, si je peux vous poser une question. À votre penchant naturel pour refuser les interviews où on n'a pas le temps, justement, de développer. Il est vrai. Il est vrai que j'ai du mal. J'ai du mal à parler dans cette situation-là. Et néanmoins, je crois qu'il faut parler dans l'espace public. Donc j'ai à vaincre une résistance en moi qui me porterait non pas à me réfugier dans des formes d'écriture et de parole qui me sont plus faciles, mais une résistance en moi qui est en lutte contre les contraintes que nous endurons ici, à savoir parler à un certain rythme devant des machines dans un temps limité, en se fiant à des critères d'intelligibilité qu'au fond, dont nous ne savons pas grand-chose. Je ne sais pas qui, par exemple, parmi ceux qui nous écoutent, qui a lu Freud ou non, qui a lu d'autres textes de moi, qui peut ou bien ne rien comprendre à ce que je dis, ou bien trouver que j'enfonce des portes ouvertes, que tout cela, justement, est sommaire, primaire. Bon, alors, c'est une situation très difficile. Je pourrais fuir et dire non. Et pourtant, je crois, pour des raisons qui demanderaient beaucoup de temps, je crois qu'il faut qu'on parle des livres à la radio, pas des miens, pas seulement des miens, mais qu'il faut en parler, qu'il faut ne pas laisser l'espace médiatique livré à certains types de paroles contre lesquelles je résiste, auxquelles je crois qu'il faut résister, de la bonne résistance dont nous parlions tout à l'heure. Donc je vains une résistance en moi parce que j'essaie de résister avec vous à d'autres forces qui occupent ces lieux en général. Donc nous avons affaire ici, pour le dire vite, non pas à une résistance versus une non-résistance, mais à des conflits de résistance, à des jeux et des oppositions de résistance, un champ de résistance. Et donc il n'y a rien au-delà de la résistance. Et c'est pourquoi j'essaie à un moment donné, mais c'est un geste que j'avais esquissé il y a bien longtemps, de soustraire le mot et le concept de résistance, comme celui de restance, que j'y associe quelquefois, de le soustraire à toute bordure, et par exemple à une bordure ontologique. En général, on entend le résistere ou la restance, le rester, comme une modalité de ce qui est, de l'étant, de ce qui demeure, de ce qui se tient là, ce qui appartient au régime de la station, de la stance, du staré, de la statique, etc., etc. Eh bien, j'essaie de penser, mais là, voilà une chose qui se dit difficilement dans un micro, j'essaie de penser un rester et aussi un résister qui ne soit pas simplement une modalité particulière de l'être, de l'ester. Souvent on traduit le Wesen allemand de Heidegger par este, este. Alors il s'agit d'un rester qui n'est pas simplement, qui n'est ni résidu, ni permanence, ni substance, ni subsistance, mais autre chose encore. Alors cette réflexion sur la résistance relève de cette interrogation. Vous savez, il n'y a pas de micro ici, Jacques Derrida. Il n'y a pas de micro. Non, il n'y a que des gens qui nous écoutent, c'est tout. Oui, mais pour moi, il y a un micro. Et il faut que ceux qui nous écoutent sachent que nous ne parlons pas ici, en tout cas moi je ne parle pas, comme je le fais ni dans la vie quotidienne, ni quand j'enseigne, ni quand je fais une conférence. C'est une parole extrêmement artificielle. Toutes les paroles le sont d'une certaine manière. Mais là, il y a un surcroît d'artifice
qu'il est difficile de vaincre. Et c'est ce que j'essaie de faire laborieusement, comme on peut l'entendre ici. La parole est libre, c'est beau. Libre en ce sens, naturellement, que vous n'allez pas me censurer, m'empêcher de dire ce que je pourrais dire. Mais elle n'est pas libre absolument, dans la mesure où je ne peux pas déployer l'argumentation, où je dois parler à un certain rythme, où je dois compter aussi avec ce qu'on peut supposer de schèmes d'intelligibilité. C'est ce qui se passe quand on est devant des micros, et c'est-à-dire un auditoire ou des destinataires invisibles et inconnus, c'est qu'on doit calculer dans la nuit, sans pouvoir calculer ce que ceux qui nous écoutent peuvent comprendre ou ne pas comprendre. Et c'est un calcul impossible. Donc je ne peux pas m'enfermer dans ce qui est, par exemple, mon code habituel d'enseignement, où là j'ai affaire à des étudiants qui me suivent depuis longtemps, où je peux miser sur beaucoup de complicité, etc., etc. Ni ceux qui me lisent. Ceux qui me lisent, en général, ceux qui viennent vers mes livres, en principe, ont déjà fait un certain trajet. Ceux qui assistent à vos cours et qui vous lisent sont aussi ceux qui nous écoutent. Peut-être certains, mais ça n'est pas essentiellement pour eux que nous parlons ce soir, mais en espérant parler pour d'autres aussi. Alors, résistant à Jacques Derrida, au fond, philosopher, c'est résister aussi. La philosophie, c'est une forme de résistance. Vous l'avez montré dans de nombreuses occasions. Cela a toujours été, d'une certaine manière, associé à un geste de résistance. Ça ne veut pas dire que les philosophes n'aient pas très souvent été politiquement conformistes, ou du côté de l'autorité, mais peut-être y a-t-il en effet dans la question philosophique ou la question sur la question philosophique une première résistance. Ce qu'on en fait ensuite, ça varie d'un philosophe à l'autre, ou d'un moment du discours philosophique à un autre. Mais est-ce que nous revenons à la psychanalyse, ou bien vous voulez qu'on parle de la résistance en général ? Non, on va revenir à la psychanalyse. Pour l'instant, on écoute un peu de musique. C'est vrai, Jacques Derrida, qu'on a laissé un peu en chemin la psychanalyse en faisant justement acte de résistance. En fait, votre livre, qui paraît chez Galilée, dans la collection Philosophie en effet, que vous co-dirigez avec Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, s'intitule, on le disait, Résistance de la psychanalyse. Et la psychanalyse, vous ne l'avez pas découverte aujourd'hui. De la même façon qu'on disait hier soir qu'on peut lire un grand nombre de vos livres comme une réflexion sur l'écriture, on peut aussi les lire comme une réflexion sur la psychanalyse. La psychanalyse a d'une certaine manière, été constamment là pour moi dès le début. Donc j'appartiens, ce n'est pas seulement une question de génération, mais j'appartiens à un temps pour lequel l'invention de la psychanalyse, l'institution de la psychanalyse, les questions psychanalytiques ont traversé toute la culture. Et d'une certaine manière, dans l'espace philosophique où j'ai commencé à travailler, j'ai très vite essayé de prendre en compte la nécessité du psychanalytique. Il faut dire, et je ne veux pas en tirer
en tirait avantage ou m'en flatter. Mais il faut dire qu'à l'intérieur du champ philosophique académique, la prise en compte de la psychanalyse était déjà, quand j'ai commencé à écrire, c'est il y a 30 ans, mais reste encore quelque chose d'assez rare. Hein. On peut compter en France ceux qui font un peu plus que citer Freud, quelquefois on ne le cite même pas du tout, mais qui laissent marquer leur discours philosophique par l'empreinte de la psychanalyse. Alors ça ne veut pas dire qu'on incorpore la psychanalyse dans le discours philosophique, parce qu'il y a autant de gestes inspirés par la psychanalyse dans ses travaux, dans les miens par exemple, que de questions en retour adressées à la psychanalyse, que d'inquiétudes au sujet de la philosophie implicite de la psychanalyse. Donc il ne s'agit pas de s'installer dans un milieu psychanalytique, ni un milieu théorique, ni un milieu institutionnel de la psychanalyse, mais de s'expliquer avec la psychanalyse. Et ça, je crois que je me suis senti contraint de le faire à chaque pas, d'une certaine manière. On peut dire, en utilisant une expression un peu journalistique, que vous venez en aide aux idoles en difficulté, parce qu'il y a la psychanalyse aujourd'hui avec ce livre Résistance, et il y a 3 ou 4 ans, Marx avec Spectre de Marx. Oui, on peut interpréter les choses ainsi. Il y a ce que vous appelez des idoles, en effet, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, sont en difficulté. Hein. C'est-à-dire qu'on croit en avoir fini avec Marx, on croit en avoir fini avec Freud. Alors moi, mon souci n'est pas de restaurer des statues et des idoles, hein, mais de marquer que on enterre un peu vite. On enterre un peu vite et qu'il y a des retours là qui sont d'ailleurs à l'heure, hein, aussi bien de Marx que de Freud, et qu'on a intérêt à s'expliquer avec cette hâte à enterrer. On revient à la question du deuil dont nous parlions hier. Alors il y a là, en effet, une configuration que vous avez raison de remarquer, que je ne crois pas, et c'est pas seulement de l'attachement nostalgique à ce qui m'a paru si intéressant dans les années 60 ou début des années 70. Non, je crois que pour aujourd'hui et pour demain, il y a quelque chose, pour reprendre les noms propres, les exemples que vous évoquez, quelque chose chez Marx ou quelque chose chez Freud, qui n'a pas fini de travailler et de revenir. Je ne me contente pas, enfin je l'espère en tout cas, de réhabiliter, puisque aussi bien Spectre de Marx que ce livre sur Freud sont aussi, c'est aussi une machine déconstructrice au travail, on peut dire pour faire vite, contre Marx et contre Freud. Il y a autant d'opposition, de résistance à Marx et à Freud dans les deux livres que, naturellement, d'altercation avec ceux qui leur résistent trop facilement, croient trop facilement en finir avec eux. Donc les gestes sont compliqués. Hein. Les gestes sont chaque fois très, très enchevêtrés, très compliqués. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai du mal ici. Oui. Il y a une troisième désaffection, d'ailleurs, que vous abordez dans un autre livre qui paraît en même temps aux éditions du Seuil, qui s'intitule La religion et qui est issu d'un séminaire qui s'est tenu à Capri en février 1994, et où, là aussi, vous pensez qu'on a peut-être enterré la religion un peu vite. Oui, je crois que les diagnostics sur ce qu'on appelle aujourd'hui le retour du religieux sont un peu hâtifs, notamment quant à ce qu'on appelle fondamentalisme, intégrisme, ou bien l'opposition entre la foi et le savoir, entre les Lumières et la religion. Donc là aussi, j'essaie non pas de
compliquer pour le plaisir de compliquer, mais de me rendre à une certaine complication des choses. Ces gestes sont naturellement liés les uns aux autres. Hein. Je crois que le texte sur la religion, la foi et savoir, est un texte qui en appelle à un moment donné à la psychanalyse, hein, ce que la psychanalyse peut nous donner à penser du phallus, par exemple, qui joue un rôle important dans ce texte. Il faudrait, si on en avait le temps, en effet, relier entre eux tous ces gestes à peu près contemporains, et pour voir qu'au fond, c'est le même souci qui les traverse. Vous le voyez, Jacques Derrida, la conversation radiophonique nous entraîne à ouvrir des parenthèses qu'on n'attendait pas et du coup à nous éloigner de notre sujet qui était tout de même ce livre, Résistance de la psychanalyse, que vous publiez chez Galilée et où on rencontre 3 corpus, vous le disiez tout à l'heure, provocateurs à votre écriture, Freud, Lacan et Foucault. Freud, d'abord, à travers le concept d'analyse. Oui, il s'agit dans les 3 cas de salut, d'hommage admiratif, où se mêlent naturellement des questions. Dans le premier cas, qui concerne directement Freud, et qui a la forme d'un discours au sujet de l'analyse. Il s'agissait d'un colloque sur l'analyse, organisé par le Collège international de philosophie et puis les universités de Toulouse et de Strasbourg. J'ai suivi le fil de l'analyse chez Freud, donc de la analyse veut dire à la fois des liaisons analuènes et puis aussi régression, remontée à l'origine. Et j'ai choisi pour suivre ce fil d'analyse le concept de résistance, c'est-à-dire la manière dont les différents concepts de résistance chez Freud, il y en a 5, on n'en compte pas moins que 5, que les différents concepts de résistance chez Freud n'arrivent pas à s'unifier d'une certaine manière. Et qu'il s'agisse de la résistance du moi, du surmoi, résistance de transfert, etc. Il y a un moment où la recherche du sens par l'analyse met à jour une ultime résistance, celle de la compulsion de répétition, celle qui marque la limite même de l'analyse, selon au dire de Freud, et qui ouvre non pas sur un sens qui serait à déchiffrer plus loin, comme si la limite de la démarche interprétative ou herméneutique devait s'arrêter parce qu'il y a encore plus de sens. Et c'est la question de l'ombilique du rêve, d'un inconnu qu'on peut déterminer ou bien comme ce dont le sens est inaccessible, ou bien ce qui finalement déborde l'ordre du sens. Et où donc l'analyse hésite, et même le concept de résistance hésite entre 2 voies, dont l'une est celle du sens, ou de la vérité du sens, et l'autre, celle de ce qui déborde le sens. Et en suivant ainsi Freud, j'essaie de déterminer, en somme, 2 vecteurs de l'analytique, dont l'un est celui qui reconduirait à une origine du sens, à une régression qui reconduit à une origine du sens, et l'autre à une dissolution ou dissémination où il n'est plus question de sens. Et c'est ce qui se passe avec la répétition, une certaine compulsion de répétition.
Naturellement, ceci m'incline à penser que, à l'intérieur du dispositif théorique ou de la démarche de Freud, il y a non seulement une élaboration des concepts de résistance, non seulement une analyse des résistances opposées à la psychanalyse, mais aussi de la part de Freud, ou du point de vue, au-dedans même de la psychanalyse, une résistance de la psychanalyse à elle-même. C'est ce schème auto-immunitaire que j'essaie de formaliser à travers tout le livre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans la psychanalyse, résiste à soi-même. Et on pourrait en trouver, si on suivait cette voie, on pourrait en trouver 1000 symptômes. Je crois qu'aujourd'hui, il y a dans les institutions psychanalytiques aussi, pas seulement dans la culture ambiante, mais dans les institutions psychanalytiques, dans leur forme sociale, dans leur discours institutionnel, dans leur pratique, quelque chose qui trahit cette résistance, cette peur de soi, si vous voulez, cette résistance à la psychanalyse. Et ça a à voir avec, justement, la question du sens, de la vérité ou de la dissémination dont je parlais il y a un instant. D'ailleurs, Freud vous amène à Melville et à Bartleby. Oui, sans cesse, c'est naturellement dans les parages de textes littéraires, ou d'apparence simplement littéraire, que ces questions se ravivent pour moi. C'est le cas avec Poe et la lecture que Lacan propose. C'est le cas, par exemple, aussi avec Bartleby. Et c'est toujours la question de la lecture comme déchiffrement du sens et de la fiction littéraire qui me guide là dans ce travail. Comment avancer à partir de là? Naturellement, dans la deuxième partie de ce texte sur Freud, où je suis Freud aussi loin que possible dans son travail sur la résistance, et dans les moments où c'est le cas, par privilège, je dirais, de textes comme Au-delà du principe du plaisir, ou bien Das Unheimliche, où Freud ne pose plus de thèse, où l'axiomatique même de la psychanalyse se met à trembler. Ce sont mes lieux préférés dans le corpus de Freud. Donc après avoir suivi Freud aussi loin que possible, j'essaie de marquer en quoi, disons, ce que j'appelle déconstruction ou dissémination, propose une expérience de l'analyse, de l'analytique un peu différente. La déconstruction, c'est une hyper-analyse, et en même temps une mise en question de ce qui, dans l'analyse, devrait nous reconduire au simple originaire, au plus originaire et au plus simple. Donc il y a dans la déconstruction un geste hyper-analytique et aussi une défiance quant à la sécurité de l'analyse. Justement dans les zones où on aborde à quelque chose qui ne se laisse plus analyser, non pas parce que c'est simple ou originaire, mais parce que c'est une contamination originaire, une complication originaire qui ne se rassemble plus en elle-même. Alors vous savez pas, Jacques Derrida, comme je vois que l'heure tourne et que la nuit ne nous suffirait pas sans doute pour aborder toutes les questions évoquées dans Résistance, le livre que vous publiez chez Galilée. Je voudrais qu'on passe tout de suite au deuxième corpus, Lacan. Et là, vous avez un titre qui ne mâche pas ses mots, Pour l'amour de Lacan. Oui, alors ce que ce titre cache ou annonce, c'est d'une part un salut admiratif en direction de Lacan, à un moment où, comme nous le disions tout à l'heure, on pense trop vite pouvoir s'éloigner de ces choses-là. Et puis... Lacan que vous avez rencontré oui, alors je raconte un peu, en quelque sorte, ce que furent nos rencontres, ou nos non-rencontres, et ce que l'amour et la mort ont pu laisser retentir dans ces rencontres. Donc je raconte aussi quelques histoires là-dedans. C'est aussi un peu autobiographique, comme nous disions
hier, je crois. J'ai essayé d'interpréter tout en me méfiant de ce que peut être le discours du survivant à cet égard. À un moment donné, je m'inquiète de ce que peut être le discours du survivant pour parler de l'amour, justement. Donc je raconte l'expérience de mes rencontres avec Lacan, ou ce qu'il m'a dit quand nous nous sommes rencontrés, et ce qui s'est passé entre les textes et entre les projets théoriques, les signes que Lacan a cru devoir faire à ce sujet ici ou là. Donc je raconte cette histoire-là, et je ne peux pas la raconter ici, ça m'est absolument impossible. Et puis, dans une deuxième partie de la conférence, j'essaie donc une explication un peu plus systématique et ordonnée des rapports entre le discours lacanien, ou ce que j'interprète comme les limites, non pas du discours lacanien en général, mais du discours lacanien à un moment donné, tel qu'il s'est configuré et stabilisé dans les écrits de Lacan, et puis d'autre part, ce que j'ai tenté sous les mots, les titres de déconstruction, de dissémination, notamment autour de la lettre volée. Donc c'est pas rien, c'est important. Pour moi, ça aurait été très important. Je ne sais pas si c'est important en soi, mais vous écrivez nous nous sommes beaucoup aimés, Lacan et moi, et donc beaucoup promis. Oui, donc c'est une scène que j'ai cru devoir faire devant un public dont je supposais qu'il aurait quelque mal à la recevoir. Mais si vous le permettez, je renvoie à cette scène telle qu'elle est écrite. Je ne veux pas la refaire ici. Il s'agissait, rappelons-le tout de même, d'un colloque étudiant les rapports de Lacan avec les philosophes. C'est cela. Et pas avec la philosophie. C'est un grand colloque qui s'est tenu à l'UNESCO et qui a rassemblé bon nombre de gens qui ont analysé les rapports de Lacan avec des figures singulières de la philosophie, les philosophes vivants ou morts. Et c'est un colloque qui fut assez mouvementé, je dois dire. Et si je peux me le permettre, j'inviterai nos auditeurs à lire, non pas mon texte, ou au-delà de mon texte, dans les actes de ce colloque, tous les textes naturellement, il faut les lire tous, mais aussi ce qui, à la fin du volume, raconte un peu, une certaine histoire de la préparation de ce colloque. Le troisième texte de Résistance est consacré à un philosophe, Michel Foucault, que vous avez beaucoup aimé aussi. Oui, c'était naturellement là aussi le salut à quelqu'un qui a été un ami, à une amitié qui fut difficile, mais sans revenir sur ces difficultés, j'ai voulu proposer là encore une lecture notamment de l'histoire de la folie, puisqu'il s'agissait à ce moment-là de célébrer le 30e anniversaire de la publication de ce grand livre. Une lecture dans Histoire de la folie et dans quelques textes qui ont suivi du rapport extrêmement tourmenté de Foucault à l'égard de Freud. Un rapport d'attrait et de rejet, où régulièrement, comme un balancier, Foucault tantôt situe Freud du côté des grands fous, en quelque sorte, de ceux qui ont libéré la parole de la folie, donc dans la lignée de Nietzsche, de Goya, de Nerval, de Van Gogh, d'Artaud, etc., etc. Et puis tantôt de l'autre côté, du côté de ceux qui ont voulu encore, de façon subtile, maîtriser et enfermer la folie. Et il y a là une série de positions de Foucault que j'essaie de situer, d'analyser, d'abord dans Histoire de la folie, mais aussi dans les œuvres qui ont suivi. Parce que cette ambivalence est restée
visible, sensible, signifiante jusqu'au bout. Ouais, mais vous remarquez qu'entre l'histoire de la folie et les mots et les choses ont bien changé. Oui, mais en même temps, alors j'essaie de suivre ce trajet, mais les déplacements de Foucault n'ont jamais remis en cause cette ambivalence à l'égard de Freud et de la psychanalyse. Et une de mes interrogations, c'est celle-ci. Dans quelle mesure Foucault pouvait-il, en quelque sorte, objectiver ou situer devant lui le projet psychanalytique sans rendre compte ou prendre en compte le fait que ses propres questions n'auraient pas été possibles sans la psychanalyse, celle de Lacan, celle de Freud, mais aussi celle de Lacan. Et donc c'est cette histoire, cette immense histoire de l'œuvre de Foucault que j'essaie de commencer à interroger de ce point de vue-là. Jacques Derrida parlait de résistance de la psychanalyse, le livre qu'il vient de publier chez Galilée. Hier soir, il était question ici de l'autre livre qui paraît en même temps, Aporie. Et je rappelle l'ouvrage collectif publié sous la direction de Jacques Derrida et Gianni Vattimo, La religion, aux éditions du Seuil, ainsi que la préface intitulée Avance que Jacques Derrida a écrite pour le livre de Serge Margel, Le tombeau du dieu artisan, aux éditions de Minuit, dont il sera question dans cette émission un peu plus tard. Du jour au lendemain, Monique Pratt, Bruno Sourcy, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir.